La Belgique a-t-elle eu la meilleure génération de footballeurs de son histoire? Ah, ça, la réponse est oui, sans l'ombre d'un doute. Mais la vraie question, celle qui fâche, c'est est-ce que cette fameuse génération dorée a vraiment été à la hauteur? Et c'est là que tout le monde s'enflamme. Alors, échec cuisant ou succès historique, on va essayer de démêler ce paradoxe ensemble. Et pour bien comprendre d'où vient ce débat, il faut commencer par là, par la passion et parfois par la colère des supporters. Cette citation, elle est un peu crue, mais elle vient d'un forum en ligne, et elle résume tout en fait. D'un côté, un talent absolument fou, et de l'autre, ce sentiment persistant de gâchis, de déception. En gros, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. Pour les uns, c'est clair, cette génération est un échec. Un groupe de joueurs incroyable qui a systématiquement craqué dans les grands moments. Mais pour les autres, c'est tout l'inverse. C'est l'âge d'or du foot belge, avec des résultats qu'on n'avait jamais vus avant, comme cette fameuse 3e place à la Coupe du Monde 2018. Et ce qui revient tout le temps dans les critiques, c'est cette idée d'une mentalité, disons, particulière. Une tendance à se contenter d'un bon résultat au lieu d'aller chercher la victoire à tout prix. C'est vrai que célébrer une 3e place alors que le titre s'en est à portée de main, pour certains, le problème, il est exactement là. Voilà, on est en plein dans le grand paradoxe de cette équipe. Comment un groupe avec autant de talent a-t-il pu laisser un souvenir aussi mitigé? Pour essayer de comprendre, le mieux, c'est de regarder les faits, les résultats bruts, tournoi après tournoi. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit bien le schéma qui se répète. Quart de finale, encore un quart de finale. C'est un peu le disque rayé. Bien sûr, il y a eu le sommet, cette superbe 3e place en 2018. Mais la chute a été brutale juste après, avec une élimination dès les poules en 2022. Ils ont touché la gloire du bout des doigts, mais sans jamais vraiment la saisir. Bon, d'accord, le bilan collectif est compliqué. Mais, et si on changeait complètement d'angle? Si, au milieu de cet échec collectif relatif, il y avait un joueur qui, lui, avait une trajectoire totalement différente. Et ce joueur, évidemment, c'est Kevin De Bruyne. Lui, il est la pièce maîtresse du contre-argument. C'est la preuve vivante qu'individuellement, on pouvait atteindre des sommets que l'équipe nationale, elle, n'a fait qu'effleurer. Alors, pour resituer un peu, De Bruyne, il sort du même moule que les autres à la base. C'est un pur produit de cette génération. Il est formé en Belgique, il fait un petit tour en Allemagne, et puis c'est l'explosion. À Manchester City, il change complètement de dimension et il devient une superstar mondiale. Et maintenant, on va voir que son histoire à lui, elle se raconte avec des chiffres. Et ce sont des chiffres qui, pour le coup, ne mentent pas du tout. Regardez-moi ce chiffre, 17. C'est juste énorme. C'est le nombre de trophées majeurs que Kevin De Bruyne a soulevé avec Manchester City. 17. Alors que sa génération en équipe nationale en a gagné 0. Le gouffre entre les deux est juste abyssal. Et attention, on ne parle pas de petits trophées, on parle du top du top. Il a gagné 6 fois le championnat le plus dur du monde, la Premier League, des coupes nationales à la pelle, et surtout le joyau de la couronne, le rêve de tout footballeur en Europe, la Ligue des Champions. En plus, ce n'est pas juste un palmarès collectif. Individuellement, il a tout raflé aussi. Il a été élu meilleur joueur du championnat par les autres joueurs eux-mêmes à 2 reprises, en Angleterre et même en Allemagne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'était pas juste un bon joueur dans une grande équipe. Il était reconnu comme le meilleur. Et puis, il y a ce record, ce chiffre magique, 20. En une seule saison, il a donné 20 passes décisives. Il a égalé le record d'une légende absolue, Thierry Henry. Un record que tout le monde pensait intouchable. Ça, ce n'est pas juste une ligne sur une feuille de stats. Ça, c'est entré dans l'histoire. Du coup, la question à 1 million d'euros, c'est pourquoi lui? Il vient du même endroit, il a eu la même formation que les autres. Qu'est-ce qui explique que lui ait tout gagné en club, là où l'équipe nationale a toujours fini par caler? Eh bien, la réponse, elle se trouve peut-être dans sa méthode. Une approche complètement différente, très moderne, basée sur des outils et une mentalité que très peu de joueurs ont. Écoutez bien ce qu'il dit lui-même. C'est quand même dingue, non? Le mec utilise l'analyse de données pour négocier ses propres contrats. Il ne laisse rien au hasard. Il est son propre patron, mais un patron qui s'appuie sur des faits, sur des chiffres, pas sur du blabla. Et il n'utilise pas n'importe quelle stat, non. Il va chercher des trucs hyper pointus, comme le fameux Goal Difference Added. Pour faire simple, c'est une statistique qui calcule si chaque ballon que l'on touche aide l'équipe à se rapprocher de la victoire. Chaque passe, chaque dribble, absolument tout est analysé. Et le résultat de tout ça? Eh bien, bim. Un contrat de plus de 100 millions de livres, négocié tout seul, comme un grand, sans agent. Il est arrivé avec son dossier sous le bras en disant « Voilà ce que je vaux, les chiffres le prouvent. C'est juste imparable. » Mais attendez, ça va encore plus loin que les contrats. Le gars s'entraîne avec un casque de réalité virtuelle. Imaginez un peu le truc.
Il peut se refaire des centaines de scénarios de match dans sa tête, analyser chaque angle, anticiper les actions, sans même être sur le terrain. C'est comme s'il musclait son cerveau de footballeur pour qu'il prenne toujours la bonne décision. Donc si on devait résumer la méthode de Bruyne en 3 étapes, ce serait ça. 1. Les données avant tout, pour savoir précisément ce qu'on vaut. 2. Prendre le contrôle de sa carrière, en utilisant ses faits pour décider. Et 3. Utiliser la technologie pour être plus malin que les autres, pour entraîner son cerveau autant que ses jambes. Alors, pour conclure, on en revient à notre paradoxe du début. D'un côté, on a l'héritage de la génération dorée belge. Un talent immense, mais pas de grand titre. Un goût d'inachevé. Mais de l'autre, on a l'héritage de Kevin De Bruyne. Et lui, il pourrait être bien plus profond. C'est l'histoire d'un pionnier qui a montré le futur du sport d'élite. Alors la vraie question, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui restera dans l'histoire? Une armoire à trophées vide pour une équipe ou les innovations d'un seul homme qui a changé les règles du jeu?